Les droits de l'homme, le droit d'être libre, de pouvoir être protégé par la loi, de pouvoir manger, d'avoir un toit et d'être libre d'exprimer ce qu'on pense. Yeah, respect, of course, tolerance and accepting different cultures. That's the essential of the human rights, I think. Qu'on ait une base commune sur lesquelles on puisse se mettre d'accord et dire ah ben voilà c'est ça, c'est comme ça qu'on doit respecter les êtres humains, quelle que soit leur appartenance religieuse, leur appartenance ethnique. C'est que tous les gens de la Terre soient heureux, contents et bien traités. C'est les droits et que chaque personne, quelle qu'elle soit, a et doit avoir, quelle que soit la condition dans laquelle il est né. Ça a pour moi une signification tellement énorme que je n'ai pas des mots petits pour exprimer. Pour moi, ça veut dire en gros la liberté à s'exprimer, la liberté à pouvoir être une personne, à être respecté, à exister, à vivre comme un humain, non comme un animal. C'est avoir le droit de faire un tas de choses mais qu'on peut faire, quoi. Qu'est-ce que ça évoque pour moi, les droits de l'homme? La liberté, en fait, tout simplement. Respect de toute personne, de toute nationalité, de toute couleur, de toute religion. C'est un ensemble de droits fondamentaux qui se veulent universels au travers des différentes cultures et des différentes législations et qui devraient être à la base de toutes les autres lois. Nous avons tous une intuition ce que sont les droits de l'homme. Essayons ensemble d'éclaircir davantage cette notion, de faire ressortir ces traits saillants à partir de la définition suivante. Les droits de l'homme sont des droits subjectifs, garantis par le droit international, visant à protéger les intérêts les plus fondamentaux de la personne humaine et subsidiaires par rapport aux garanties nationales. Reprenons ensemble ces divers éléments de définition. Les droits de l'homme sont donc des droits subjectifs, des rights pour le dire en anglais. Les droits subjectifs sont des prérogatives permettant au titulaire du droit d'exiger quelque chose du destinataire du droit. Les droits subjectifs impliquent donc toujours une relation entre deux parties. D'une part, le sujet du droit, le titulaire, le bénéficiaire du droit, et d'autre part, le destinataire, la personne qui est tenue au respect du droit. Qui peut être titulaire des droits de l'homme? C'est tout d'abord l'individu, la personne humaine, et en général indépendamment de la nationalité. Les droits de l'homme reviennent ainsi même aux apatrides, aux étrangers. Qu'en est-il maintenant des personnes morales, par exemple des entreprises commerciales? Une entreprise commerciale peut-elle invoquer les droits de l'homme? La réponse varie en fonction des systèmes de protection. La Cour européenne des droits de l'homme admet par exemple qu'une personne morale, une entreprise de presse, puisse invoquer la liberté d'expression pour s'opposer à une interdiction de publier. Mais d'autres droits, pensons par exemple au droit à la vie, à l'interdiction de la torture, sont indissociablement liés à la personne humaine et ne peuvent pas être invoqués par des entreprises commerciales. Une autre question qui se pose pour le titulaire est de savoir est-ce que des entités collectives, les peuples, peuvent invoquer les droits de l'homme. La question est controversée. La tendance contemporaine est de répondre par l'affirmative. Nous allons nous pencher sur cette question plus en détail dans la 4e semaine de ce cours. Tournons-nous maintenant vers l'autre partie, les droits subjectifs, vers le destinataire. Qui est le destinataire des droits de l'homme? Les droits de l'homme se dirigent principalement contre l'État. Quand on dit destinataire des droits de l'homme, cela veut donc aussi dire que cette entité-là est tenue au respect des droits de l'homme. Elle a des obligations. Donc on voit qu'il y a toujours, les droits de l'homme ont toujours deux faces. Droit et le corollaire, c'est des obligations. Ce sont deux faces de la même médaille. Je l'ai déjà dit, les droits de l'homme sont dirigés principalement contre l'État. Quand on dit l'État, ce sont tous les organes de l'État.
toutes les entités qui, de facto ou de jure, agissent en son nom. L'administration, les tribunaux, le pouvoir législatif, et dans les démocraties directes, c'est également le peuple. Les droits de l'homme peuvent aussi déployer d'une façon indirecte des effets entre particuliers. Nous en parlerons davantage dans ce cours. Mais ce qui est important, les requêtes au niveau international sont toujours dirigées contre l'État, jamais contre un individu, contre un particulier. Le fait que l'État soit le destinataire des droits de l'homme s'explique surtout par des raisons historiques. L'État, l'entité souveraine, le monopole de la force, c'est l'État qui est un danger pour la liberté des particuliers. Il peut les arrêter, les juger, il peut confisquer leurs biens, d'où l'idée de protéger l'individu contre l'emprise de l'État. Dans le contexte contemporain, des menaces peuvent aussi provenir d'autres acteurs. Pensons par exemple aux dégâts à la santé et à l'environnement causés par des entreprises pétrolières, ou pensons aux sanctions décrétées par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre des personnes figurant sur les listes noires dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Nous voyons donc des tendances aujourd'hui d'élargir le cercle des destinataires, d'étendre la portée des droits de l'homme, mais aussi vers les entreprises multinationales, vers les organisations internationales. Mon collègue Michel Hôtelier vous en dira davantage dans la 5e semaine de ce cours. Nous avons donc vu jusqu'à présent que les droits de l'homme ont un titulaire, la personne physique, ils ont un destinataire, principalement l'État. Une autre précision est importante pour comprendre que les droits de l'homme sont des droits subjectifs. Les droits de l'homme sont en effet des droits subjectifs à 2 titres. Ils sont des droits moraux et ils sont également ce qu'on appelle des droits légaux. Et c'est les 2 caractéristiques ensemble qui font la force particulière des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme énonce ces 2 caractéristiques. Elle dit d'une part que les droits de l'homme sont des droits inaliénables de tous les membres de la famille humaine. Les droits de l'homme en tant que droits inaliénables qui reviennent à toute personne humaine, par le simple fait qu'elle est une personne humaine, expriment la vision des droits de l'homme comme droits moraux. Les droits de l'homme, comme ils reviennent à toute personne, sont universels. Ils sont aussi inaliénables dans le sens qu'on ne peut pas les perdre, on ne peut pas nous enlever ces droits. Ces droits préexistent donc l'ordre juridique. Ils sont indépendants du droit en vigueur et ils restent aussi, ils transcendent l'ordre juridique et ils restent des points de référence pour évaluer d'une façon critique le droit en vigueur. On parle de droits moraux parce que les droits de l'homme, compris de cette façon, sont ancrés dans la morale et dans l'éthique. La Déclaration universelle énonce cependant aussi la caractéristique des droits de l'homme en tant que droits légaux. Elle nous dit en effet qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit. Pour être pleinement effectif, il n'est pas suffisant que les droits de l'homme soient des considérations d'ordre moral, mais ils doivent être protégés par l'ordre juridique. Des longs efforts ont donc été déployés pour que les droits de l'homme intègrent l'ordre juridique. Depuis une 60aine d'années, les droits de l'homme sont protégés par le droit international. La protection des droits de l'homme par le droit international est le 2e élément de la définition que je vous ai donnée. En effet, on trouve des garanties analogues aux droits de l'homme au niveau national, dans les constitutions nationales qui contiennent tous un catalogue de droits. Pour ces garanties-là, il est plus usuel d'utiliser une autre terminologie. On ne parle pas de droits de l'homme, mais plutôt de droits fondamentaux, de droits constitutionnels, de liberté publique, ou dans les pays anglo-saxons, de civil rights ou civil liberties. Le droit international ne se limite pas juste à protéger ces garanties, à les énoncer, mais il prévoit aussi des mécanismes de mise en œuvre. Les droits doivent avoir des remèdes, il doit y avoir des sanctions quand ils sont violés. L'importance des mécanismes de mise en œuvre
résulte aussi de la résolution 41-120 de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'établissement des normes internationales dans le domaine des droits de l'homme. Vous avez lu cette résolution pour aujourd'hui. Elle exige que les droits de l'homme soient assortis de mécanismes d'application réalistes et efficaces. Pour qu'un droit mérite d'être qualifié de droit de l'homme, il y a de plus une exigence d'ordre qualitatif. Les droits de l'homme sont des droits qui visent à protéger les intérêts les plus fondamentaux de la personne humaine. Cette exigence, on la retrouve aussi dans la résolution 41-120. Celle-ci dit en effet que les droits de l'homme doivent revêtir un caractère fondamental et procéder de la dignité et de la valeur inhérente à la personne humaine. L'idée derrière les droits de l'homme, c'est donc pas de garantir une liberté générale d'action, mais c'est de garantir des îlots de liberté, de garantir ce qui est fondamental pour l'existence, pour l'intégrité et l'épanouissement de la personne. Et les droits de l'homme se concentrent aussi sur des domaines où il y a un risque avéré de violation. Pensons par exemple à la censure de la presse, où nous voyons, c'est une constante de l'humanité pendant plusieurs siècles. Mais qu'en est-il par exemple de la publicité commerciale? Est-ce un droit de l'homme? Qu'en est-il par exemple du droit de fumer, du droit de monter à cheval dans la forêt, du droit de détenir des armes? Tracer une ligne entre ce qui est fondamental et entre ce qui ne l'est pas n'est pas toujours facile. C'est cependant important de le faire. Il faut éviter une banalisation des droits de l'homme, une dilution par leur prolifération. Un éminent expert dans le domaine des droits de l'homme, Philip Alston, a ainsi exigé un contrôle de qualité. Les droits de l'homme, c'est comme le bon vin, c'est le grand cru, ce n'est pas le vin de table. Il est important de comprendre que pas tous les droits subjectifs protégés par le droit national sont des droits de l'homme. Prenons comme exemple le droit des successions. Le droit de succession prévoit très souvent le droit des enfants d'hériter de leurs parents. Mais ce n'est pas un droit de l'homme, on n'a pas une garantie analogue au niveau international. Même les droits garantis dans les constitutions nationales ne sont pas tous des droits de l'homme. La constitution allemande, par exemple, protège une garantie générale de la liberté d'action. Cette garantie a été interprétée comme protégeant le droit de monter à cheval dans la forêt, le droit de nourrir des pigeons. Il n'y a de nouveau pas un pendant au niveau international. Il en va de même de la Constitution américaine qui protège à son deuxième amendement le droit de porter des armes. Le droit international ne connaît pas une telle garantie. Cela est aussi dû au fait qu'il faut un consensus parmi les États sur ce qui est fondamental. La résolution 41-120 dit en effet qu'il faut que les droits de l'homme se fondent sur un vaste soutien international. Le droit national peut donc aller au-delà des garanties des droits de l'homme. En d'autres termes, les droits de l'homme sont subsidiaires. Ce sont des garanties qui sont subsidiaires par rapport aux garanties nationales. C'est leur quatrième caractéristique que j'ai mis en exergue. Donc c'est important d'avoir en tête que les constitutions nationales peuvent accorder des droits d'une façon plus généreuse que les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont vraiment le dernier filet de secours, c'est un standard minimum.